Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour. L'entretien nous amène aujourd'hui dans les locaux de la COSYDEP. COSYDEP, donc c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans cette émission son directeur, M. Mbow. M. Mbow, vous êtes donc titulaire d'un master en management des organisations et vous êtes cadre d'ONG. Vous avez également effectué des études de mathématiques à l'université et aujourd'hui vous êtes le fondateur de la COSYDEP. Et justement, parmi les problématiques majeures qui interpellent également l'éducation en Afrique, nous avons la diversité linguistique, la diversité des programmes. Est-ce que tous ces éléments-là, vous croyez, peuvent participer ou peuvent entraver l'intégration africaine que beaucoup de panafricanistes aujourd'hui cherchent à avoir dans le continent? Ben écoutez, moi je ne pense pas que ce soit des entraves. Au contraire, c'est des forces. Si nous avons une diversité culturelle, ça veut dire que l'Afrique est plurielle. Ça veut dire que l'Afrique va être riche justement de sa diversité. Il faut simplement pouvoir transformer ce que vous appelez contrainte en une opportunité pour justement apprendre donc des réalités des différentes cultures. Donc ça c'est un aspect. Vous allez dans d'autres pays qui ont réussi ce que vous avez appelé l'unité, donc au niveau européen ou en Amérique du Nord. Mais écoutez, il y a aussi, si vous allez en Europe par exemple, une certaine diversité linguistique qui ne leur empêche pas d'aller ensemble. Donc le problème c'est moins cela à notre avis. Au contraire, ça devient une richesse pour notre chère Afrique, mais le problème c'est plus une unité politique. Donc il faudrait que nos décideurs politiques soient dans des postures panafricanistes, qu'ils comprennent en réalité que l'Afrique peut être un excellent marché sur le seul ensemble, mais saucissonné, cloisonné, aucun des pays ne peut y arriver. Donc il faudrait juste qu'on ait, de ce point de vue-là, une posture politique qui permette de nous amener vers cette unité africaine. Je pense que nous avons tout pour le faire, parce que si nous écoutons les peuples, vous prenez le Sénégal, le Mali, vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Mali, je crois que le peuple sénégalais avait soutenu le peuple malien. Aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, au Niger, dans d'autres pays, on se rend compte que pour ce qui est de l'union des cœurs, l'union des peuples, c'est une réalité, c'est une exigence, c'est une demande. Donc le reste, c'est qu'on puisse évidemment mettre de côté certaines prétentions politiciennes, certains agendas politiciens, pour arriver justement vers cette Afrique unie. Parce que sans quoi, évidemment que nous allons continuer à tendre la main, nous allons continuer à demander de l'aide. Or, nous sommes aujourd'hui le continent le plus riche, le continent qui peut aujourd'hui être porteur d'un développement harmonieux. Et parlant justement de la responsabilité des décideurs, quelle appréciation faites-vous des efforts que nos autorités, les chefs d'État africains, les efforts qu'ils font, notamment dans la part des budgets qu'ils allouent à l'éducation? Quelle appréciation faites-vous de ces efforts? De manière générale, je pense que l'Afrique devrait faire encore plus d'efforts en termes de financement de son éducation. Si je prends le Sénégal met plus de 26% de son budget dans le secteur de l'éducation, ce qui dépasse les standards internationaux, parce qu'au plan international, on demande qu'on mette au moins 20%. Nous sommes à près de 6,6 de notre PIB, ce qui est aussi un effort important. Mais malgré ces efforts, nous avons encore 1 500 000 enfants hors école, qu'ils soient dans aucune offre d'éducation. Malgré ces efforts, vous suivez les questions de matériel qui manque, table, banc, salle de classe, infrastructure, enseignants qui manquent. Donc ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui inventer d'autres sources de financement qui viendraient appuyer la source gouvernementale. Ça, c'est un aspect qui est important. Dans d'autres pays en Afrique aussi, parce que j'ai eu la chance de représenter la société civile de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Europe de l'Est dans le conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation. Ce qui m'a permis d'avoir une vision large de ces pays-là que je représentais, que ce soit l'Afrique anglophone, francophone, etc. Mais nous nous rendons compte de manière générale que c'est un point qui est partagé en termes de financement. Beaucoup de nos pays d'ailleurs ne sont pas à 20%, ce qui est déjà faible. Et sur ce plan, je pense que tous les pays devraient faire l'effort d'aller au moins à cette taille du budget, à ce volume du budget. Mais maintenant, au-delà, il faut qu'on ait une préoccupation sur d'autres aspects liés donc au financement de l'éducation. Ça veut dire la sensibilité du budget.
sensibilité parce que nous devons avoir un budget qui soit réparti de manière équitable pour soutenir les familles les plus modestes, soutenir les enfants qui ont moins de moyens. Parce que comme vous le savez, quand on parle d'éducation, il y a sa fonction de régulateur social, d'ascenseur social qui devrait être mise en avant. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir un volume budgétaire important, mais il faut savoir aussi répartir ce budget en tenant compte donc, de la dimension équité, ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est un aspect. Mais il faut aussi qu'en termes de distribution du budget, qu'il y ait des aspects qui soient suffisamment prioritaires. Nous ne pouvons pas concevoir qu'on ait très peu de ressources et que l'essentiel ne soit pas au niveau de l'école, parce que les véritables changements, c'est à l'école, ce n'est pas au niveau central. Donc comment faire pour que notre budget soit ressenti plus au niveau local? Ça, c'est un aspect important. Dans la répartition, tout à l'heure, je parlais de questions négligées, d'aspects négligés, l'éducation inclusive, donc les enfants handicapés, la question des langues nationales, comment les prendre en charge dans l'éducation. Aujourd'hui, dans nos pays, rares sont ceux qui peuvent être à 2% du budget qui est alloué, par exemple, à la problématique des langues nationales. Donc, il faut, oui, une bonne taille de budget, un bon volume, mais il faut aussi avoir une forte préoccupation sur l'équité, la répartition, la distribution, mais aussi la transparence du budget. Aujourd'hui, on est à l'ère où les populations sont devenues plus exigeantes, donc il faudrait que les données budgétaires puissent être disponibles. Voilà, donc il n'y a plus de tabou par rapport à ces questions-là et qu'ils puissent donner leur point de vue sur, évidemment, la répartition de ce budget-là. Donc au total, nous pensons que nos pays doivent faire encore plus d'efforts, parce que si vous allez dans des pays avec qui on était ensemble vers les années 60, je pense à l'Asie par exemple, vous allez en Amérique latine ou en Corée du Sud par exemple, c'est un exemple, vous vous rendez compte que c'est des pays qui aujourd'hui commencent à être ils sont déjà dans le rang des pays développés, qui aujourd'hui commercent avec d'autres pays développés, mais le secret c'était qu'ils avaient investi fortement pour leur système d'éducation et de formation, en allouant l'essentiel de leur budget dans l'éducation et la formation. Donc aujourd'hui, si nos pays veulent émerger, et émerger de manière durable, il faut qu'on comprenne que tout cela doit passer par le capital humain. Donc investir dans l'éducation et la formation nous permet d'avoir des hommes et des femmes, des Africaines et des Africains, qui soient capables de faire face aux enjeux et qui soient les véritables acteurs de développement. Autrement, voilà, on risque d'être donc sur des questions d'ordre matériel et cela ne pourrait pas nous faire. Et je rappelle que nous sommes avec M. Mbow, qui est justement directeur de la COSYDEP. Et donc, la COSYDEP qui est une plateforme de la société civile incontournable aujourd'hui au Sénégal. Mais M. Mbow, au-delà de tous ces problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, quelles sont les potentialités aujourd'hui dont dispose l'Afrique et qui pourraient permettre son rayonnement au niveau international? Écoutez, oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi beaucoup de potentialités. Beaucoup. Je le disais, l'Afrique est très riche. Très très riche. Il faut qu'on arrête de nous faire comprendre qu'on est un continent pauvre, c'est pas vrai. Nous avons des jeunes. Des jeunes. Donc si nous prenons notre chère Afrique, voilà, c'est un continent jeune. Et puisqu'on dit qu'il faut miser sur le capital humain, nous avons donc des bras pour pouvoir porter le développement de ce pays. Ça, c'est une richesse qu'il faut exploiter. Investir en ces jeunes, bien les éduquer, ça leur permettrait de pouvoir éclore et de pouvoir faire preuve ou faire montre de leur talent. Nous sommes riches aussi de nos ressources. Vous regardez les ressources naturelles, nous avons du soleil, mais malheureusement qui n'est là que pour nous brûler. Mais ce soleil-là devrait pouvoir être utilisé autrement. On parle d'énergie solaire, donc ce soleil devrait aussi être apporté et nous devons prendre conscience que c'est une richesse forte qui est là. Nous avons la mer, nous avons l'eau, nous avons des ressources minières connues. Toutes les ressources minières sont ici. Vous voyez les pays développés, la plupart comptent justement sur les ressources minières africaines qu'ils transforment eux-mêmes et reviennent revendre. Donc ça, pour nous, c'est aussi une richesse qui est là. Et il y a aussi des ressources même qui ne sont pas encore découvertes, non encore découvertes, parce que notre continent n'est pas suffisamment exploité. Donc nous sommes riches, riches de par nos hommes, riches de par nos ressources. Hein? Et donc nous sommes riches de notre culture. C'est aussi une richesse qui est là, la culture sénégalaise, la culture africaine de manière générale. Donc nous sommes un continent très riche et la première chose justement pour qu'on puisse se développer, c'est qu'on puisse mettre en chacun de nos enfants cette estime de soi, qu'ils arrêtent de peindre l'Afrique comme étant un continent pauvre.
il faut que tous les Africains se rendent compte que nous sommes un continent qui est éminemment riche et que les gens puissent lever leur tête et se dire qu'ils peuvent développer ce pays. Ça, c'est véritablement un état d'esprit qu'il faut installer en nous si nous voulons aller vers le développement. Deuxième chose, nous avons besoin maintenant d'un autre type de leadership et de management. Ça, c'est de la part de tous les leaders, notamment des leaders politiques, le président de la République, le gouvernement, etc. Quand nous vous confions la torche pour nous montrer la voie, vous devez avoir une vision. Une vision qui ne se limite pas seulement à votre temps de mandat. Donc une vision qui dépasse, parce que quand on veut faire un investissement durable et profond, mais vous devez être prêt à ne pas récolter les fruits de cet investissement. Donc ça, il faut du courage, il faut de la vision, il faut du leadership pour avoir pas des hommes politiques à la tête de nos pays, mais avoir plutôt des hommes d'État. Des hommes d'État qui pensent à demain, qui lèvent la tête et qui voient très très loin, qui soient suffisamment ambitieux. Et c'est eux qui devraient pouvoir nous conduire le peuple et faire en sorte qu'on ait aussi un peuple qui puisse suivre le pas. Donc ça pour nous, c'est une opportunité qui est là et qu'il faille exploiter de ce point de vue. Nous pensons aussi que l'Afrique aussi a, comme je le disais tantôt, c'est un marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde fonctionnant comme il est essentiel évidemment qu'on puisse nous dire que nous sommes une population assez forte, d'autres diraient assez nombreuse, hein, mais une population en tout cas suffisante pour pouvoir consommer ce que nous produisons, par exemple. Produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons, ça c'est à notre portée. Mais tout cela devrait passer évidemment par un état d'esprit, les hommes, qui devraient changer complètement de paradigme. Hein. Changer de paradigme, c'est arrêter de se victimiser, arrêter de croire que nous sommes comment on appelle, une population qui devrait toujours continuer à tendre la main et donc commencer à compter sur nous et savoir que nous avons toutes les richesses pour le faire. Mais ça aussi pour le faire, je parle de leadership, mais je parle aussi du management. Du management qui doit nous amener vers une certaine transparence dans la gestion de notre pays. Donc il faudrait que nous ayons des hommes politiques qui comprennent que les enjeux de développement doivent les amener évidemment à éviter d'être dans des approches partisanes, hein, ou des approches politiciennes, en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ça, pour nous, c'est une richesse. Quand j'ai parlé des ressources humaines, mais vous allez au niveau des institutions régionales et internationales, mais c'est plein d'Africains. C'est eux qui font fonctionner la plupart de ces institutions. Donc nous avons la qualité qu'il faut pour avancer. Oui, je suis persuadé, j'en suis convaincu que notre cher continent est le continent le plus riche de ce monde sur Terre. Et maintenant, il faut juste que tous nos enfants soient éduqués et qu'ils grandissent en tant que tels. C'est ça qui nous permettrait de pouvoir lever la tête, mais de pouvoir aussi montrer avoir en tout cas des opportunités pour démontrer qu'ils ont du talent. Ils ont du talent, ils ont du talent. Et nous devons évidemment travailler à détecter ce talent, valoriser ce talent, capitaliser ce talent. C'est ça qui pourrait nous permettre évidemment d'être une Afrique suffisamment forte, hein, qui va compter d'abord sur elle. Et pour capitaliser ces talents dont vous parlez, vous misez sur l'éducation. D'ailleurs, vous avez écrit un livre blanc qui fait le point sur le système éducatif. Est-ce que vous pouvez revenir sur le livre en nous parlant un peu de votre vision de l'éducation en Afrique? Oui, mais le livre, vous savez, on a vécu un moment où le système éducatif sénégalais, je pense que c'est aussi valable pour la plupart des pays, surtout francophones, vivait des perturbations inexplicables. C'était des grèves par-ci, des grèves par-là, l'école qui était fermée, des enfants qui n'arrivaient pas à avoir un temps d'apprentissage conséquent. C'était en termes de performance des résultats qui étaient au rabais. Et donc nous nous sommes dit, et tout le monde, on entendait les acteurs dire, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs sociaux, dire que notre système éducatif était malade. Et donc nous sommes partis de ce symbolisme pour dire, et si le système éducatif sénégalais était malade, quel serait le remède? Donc nous sommes partis dans ça. Et nous avons interrogé quelles devraient être les maladies de ce système éducatif. De quoi souffre le système éducatif? Comment faut-il le traiter? Comment faut-il soigner le système éducatif? Nous sommes partis de ça. Et donc c'est un livre blanc qui est entré dans les communautés, parce que nous avons fait, si on est 100 villages, 100 quartiers des 14 régions qui existent au Sénégal, pour recueillir le point de vue des Sénégalais sur le système éducatif qu'ils voudraient avoir, sur leurs attentes, sur les finalités qu'ils voudraient avoir. Donc on a réfléchi avec les Sénégalais et ça nous a permis d'avoir un livre blanc qui donnait le point de vue des Sénégalais sur le système qu'ils voulaient. Et en gros, c'était rappeler évidemment que
quand on parle de système éducatif, il faut éviter d'avoir une seule robe à faire porter à tous les Africains ou à tous les Sénégalais. Que nous avons des compétences différentes, nous avons des vécus différents, et donc chaque personne doit avoir sa propre robe. Donc déjà avoir un système éducatif qui n'entre pas par l'offre, qui ne nous impose pas la façon, mais qui entre plutôt par la demande. Il y a certains ici au Sénégal qui ne veulent pas de cette offre éducative formelle. Ils souhaitent avoir des daras, qui sont des offres non formelles. D'autres qui devraient être accompagnés dans la formation professionnelle, dans l'enseignement technique. Donc il y a qu'il faille diversifier les entrées et faire en sorte que cela puisse être pris en charge. Ça c'est un. Mais deuxième chose, c'est que nous avions l'impression, avant d'écrire le livre blanc, les Sénégalais disaient que c'était un système éducatif qui produisait plus de chômeurs qu'autre chose. Parce que voilà, donc vous avez votre grand frère qui a fait les études jusqu'à l'université, qui est venu avec tous les diplômes du monde, mais après, à la fin, ben, écoute, un lundi, vous vous réveillez pour aller travailler, lui, il est encore au sommeil parce que simplement il n'a pas de travail. Donc, ça formait apparemment des chômeurs. Des chômeurs parce que c'est un système éducatif qui restait toujours dans le sillage de la colonisation, où chacun, les produits voulaient tous être des fonctionnaires, mais pas un système éducatif qui cherchait à faire en sorte qu'on puisse avoir des entrepreneurs de changement. Donc, apprendre à entreprendre, c'était aussi un élément essentiel. Comment faire pour que l'individu bénéficiaire du système éducatif puisse être capable d'entreprendre, d'être autonome. Donc ça, je crois qu'on n'était pas suffisamment préparé à ça. Mais apprendre aussi à apprendre, ça faisait partie aussi des demandes à travers les livres. Parce qu'on se rend compte que le monde est très changeant et ça va très vite. Aujourd'hui, vous aviez vécu Covid, on n'a jamais appris comment on fait face à la Covid, et pourtant il fallait faire face. Donc nous devons avoir un système éducatif qui soit suffisamment résilient, qui est capable de s'adapter à toute situation, face à ces crises multiformes, que ce soit des crises sanitaires, des crises climatiques, des crises humanitaires, des crises sécuritaires. Vous avez vu combien beaucoup de nos écoles à travers l'Afrique sont aujourd'hui menacées par le terrorisme, par exemple. Vous avez vu les querelles politiciennes, combien ça peut impacter nos écoles. Vous avez vu les crises sanitaires, combien ça a perturbé nos systèmes d'éducation et de formation. Les crises climatiques avec des écoles qui sont délabrées, envahies par les eaux. Donc ces éléments font que nous devons changer de paradigme pour avoir des jeunes qui sachent apprendre à apprendre, mais des jeunes qui aient aussi une capacité d'adaptation, un esprit critique et un esprit aussi de discernement. L'arrivée du numérique, où il y a des informations qui viennent de partout, du vrai et du faux, on parle de fake news. Et donc comment faire pour avoir des jeunes africains qui soient capables d'identifier le vrai de l'ivraie, esprit de discernement, qui ait un esprit critique pour dire, écoute, sur cette question je peux pousser, ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin, les questions de valeur. Donc aujourd'hui, nous devons changer de paradigme pour autonomiser nos populations. Et donc c'est cet angle-là que nous pensons évidemment que nos systèmes d'éducation et de formation devraient être revisités. Donc la vision que nous en avons, c'est d'avoir en Afrique un système éducatif qui soit suffisamment robuste, un système éducatif qui soit résilient, mais un système éducatif qui soit aussi ancré sur nos valeurs nationales et régionales. Jusque-là, pendant longtemps, nous on disait qu'au Sénégal, nous avions l'école française installée au Sénégal. Mais une école véritablement sénégalaise, nous en avons besoin. Une école véritablement africaine, nous en avons besoin. Une école véritablement malienne, nous en avons besoin. Où on a des références dans nos pays qui devraient être mises en avant. On a des valeurs dans nos pays qui devraient être mises en avant. Donc de ce point de vue-là, mais tout en restant ouverte évidemment. Ouverte parce que nous sommes à une ère, comme on dit, village planétaire. Nous devons savoir comment ça fonctionne ailleurs, quelles sont les difficultés d'ailleurs, quelles sont les forces ailleurs pour pouvoir commercer avec ailleurs. Parce que le monde n'est plus formé. Donc de ce point de vue, nous pensons qu'il nous faut aller dans ce sens-là. Mais un système éducatif aussi qui soit, je dis, résilient, ancré sur nos valeurs, mais qui soit aussi décentralisé. Donc où les communautés vont se sentir dans la situation de l'éducation, où les communautés vont voir leurs préoccupations prises en charge par les recherches que nous faisons ou par les contenus d'enseignement et d'apprentissage. Donc nous devons revisiter tout ça. Et tout cela, évidemment, ça va passer par nos curricula, ce que nous enseignons aux enfants, donc les programmes, donc qui devraient tenir compte véritablement de ces dimensions-là. Oui, nous devons changer de paradigme, réinventer notre système d'éducation et de formation pour que l'éducation puisse mise plus en adéquation avec la formation, avec l'emploi, mais avec la vie tout court.
Justement. Très bien, donc M. Mbao, nous sommes au terme de cet entretien. Mais avant de terminer, l'actualité, c'est la rentrée qui est effective déjà pour les professeurs au Sénégal. Un peu partout en Afrique également, on croit que ce sera bientôt la rentrée. Quel est aujourd'hui, en tant qu'acteur de l'éducation, votre message pour le système éducatif, les acteurs du système éducatif de façon générale? Écoutez, la rentrée, oui, comme vous dites, elle est presque effective partout en Afrique parce qu'au mois de septembre, c'est le mois de la rentrée pour presque la plupart des pays. Nous, on fait partie des derniers pays, octobre, pour aller vers cette rentrée-là. Je crois que le message, c'est très simple. Le message, c'est que une rentrée scolaire, ça se prépare en amont. Nous, au Sénégal, par exemple, on a mis en place une campagne qu'on a appelée « Non vacances pour l'école ». On dit les vacances, écoute, acceptons que les enfants aillent se reposer, mais nous, leaders, nous devons nous asseoir, discuter entre nous, voir quels sont les véritables goulots, quels pourraient être les goulots d'étranglement, quelles pourraient être les difficultés, les conflits, quelles sont les questions à fort enjeu, en discuter pendant les vacances, construire des consensus pour pouvoir bien dérouler l'année. Donc, le démarrage d'une année scolaire, c'est important pour un système éducatif. Mais au-delà du démarrage, nous avons théorisé ce que nous avons appelé les 3D. Donc il faut réussir le démarrage, démarrer à temps. Parce qu'un système éducatif, c'est aussi un quantum horaire. Même si vous voulez construire une maison, vous avez un temps minimum pour que la maison soit bien construite. Donc il y a un minimum de temps pour pouvoir construire. Peut-être ce qui justifie votre concept Ubitay Djangatay. Ubitay Djangatay, démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée, pour nous, c'est une ambition. C'est vrai que c'est difficilement réalisable partout au Sénégal, mais nous devons en faire un focus, travailler chaque année à augmenter le nombre d'écoles qui le réussissent et retourner aux normes, parce que c'est ça qui doit être la norme. Donc le premier D, c'est le démarrage. Il faut réussir aussi le déroulement de l'année, le pendant, le déroulement, parce que dans nos systèmes d'éducation, très souvent, il y a trop de crises entre syndicats et gouvernements qui font que l'année est très souvent perturbée. Donc il faut réussir le déroulement. Le déroulement, pour le réussir aussi, c'est juste qu'il y ait évidemment un dispositif de dialogue permanent qui doit exister entre les différents acteurs. Si nous ne rompons pas les dialogues, si nous ne faisons pas du dialogue une exception, ne dialoguer que quand il y a crise, nous pensons que nous pouvons réussir le déroulement. Mais le déroulement, c'est aussi le respect de l'identité de chaque partie prenante. Nous avons des rôles différents et chacun devrait pouvoir le constater. Le troisième D, c'est le dénouement de l'année. Comment finir l'année avec des résultats probants. Donc, démarrage, déroulement, dénouement, c'est cela une année scolaire. Et ça se prépare. Mais ça se prépare avec tout le monde. J'ai l'habitude de dire, les enfants, il faut qu'il y ait une complicité de la part de tous les adultes, une solidarité entre les adultes pour pouvoir accompagner les enfants. Il faut donc qu'il y ait des espaces qui permettent de faire dialoguer l'autorité, l'enseignant et le parent. C'est comme ça qu'on peut apprendre à la maison, mais aussi prolonger cet apprentissage, apprendre à l'école, je voudrais dire, mais aussi prolonger cet apprentissage à la maison, le suivi à domicile, et veiller aussi sur les éléments périphériques, la rue, les médias, les réseaux sociaux. Donc tout cela, parce que j'ai l'habitude de dire qu'on apprend partout. Donc si l'enfant est bien pris en charge à l'école, mais qu'il ne le soit pas dans la rue, à travers ces nouveaux supports, cela posera problème. S'il n'y a pas une complicité entre le parent et l'enseignant, écoutez, cela posera problème aussi. Donc, un enfant, il faut qu'il y ait une complicité agissante de la part de tous ceux qui agissent, de tous ces adultes-là, pour pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est aussi un autre message que nous voudrions lancer. Et enfin, c'est dire que l'éducation doit être inscrite en priorité pour nos hommes d'État. Maintenant, je parle d'hommes d'État, évidemment, je ne parle pas d'hommes politiques ou de gouvernement tout court, d'hommes d'État. Parce qu'un homme d'État, ben écoute, s'il n'est pas préoccupé que par une prochaine échéance électorale, en investissant dans l'éducation, il va accepter que les fruits seront récoltés bien après lui. Mais c'est l'investissement le plus sûr. Donc nous avons besoin d'avoir des hommes d'État qui aient cette vision, qui comprennent que si vous voulez avoir une agriculture moderne, si vous voulez avoir des journalistes de qualité, si vous voulez avoir, je ne sais pas quoi, un développement harmonieux et durable, il faut respecter là où on construit, où on bâtit les futurs porteurs de changement. Donc là où on bâtit les hommes, le capital humain, ça veut dire l'école, l'institution scolaire, doit être une priorité pour tous les hommes d'État. Ça, si nous le faisons, évidemment que nous allons avoir des Africaines et des Africains qui aient toutes les compétences, qui portent toutes les valeurs nécessaires
pour pouvoir porter le développement de notre très chère Afrique. Ok, Monsieur Mbow, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et qui vous encourage. Je vous appelle tout le temps, je t'appelle, hein, je peux te tutoyer, mon président, Abdoulaye Wade. Donc je suis très rassuré, vous êtes jeune et je crois que cela illustre encore une fois ce que je venais de dire. Nous avons du talent, vous êtes un talent et donc nous devons faire éclore ce talent-là, ça qui pourrait nous permettre de nous envoler et d'avoir une Afrique véritablement développée. C'est possible, il faut y croire pour y arriver. Merci beaucoup, M. Mbow. Merci à vous également, amis téléspectateurs, pour avoir suivi cet entretien que nous avons eu justement avec le directeur de la COSYDEP. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Merci à l'équipe technique et à bientôt. Thank you.